Ok, bienvenue à tous. Merci d'être là. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous partager des réflexions en cours sur la question de la sobriété numérique et en particulier d'essayer d'explorer au-delà du numérique responsable que je vais rapidement décrire qu'est-ce que je veux dire par numérique responsable et je considère que ça c'est en cours, c'est loin d'être fini mais c'est en cours. Mais qu'il y a un autre sujet à ouvrir dans tout ça, un autre sujet de réflexion, c'est d'aller vers une distinction entre le possible et le souhaitable. Et donc là, je vais tenter l'exercice périlleux de vous proposer un panorama des produits ou de types de produits souhaitables. Souhaitables avec quelques conditions que je vais étayer juste avant. Je l'ai dit, je crains de ne pas avoir le temps pour les questions-réponses parce que j'ai réduit, j'ai synthétisé, mais bon, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Je risque de ne pas avoir assez de temps pour les questions-réponses, mais par contre, n'hésitez pas. Là, vous avez écrit Alexis8 Nicolas et vous pouvez me trouver du coup sur Twitter ou sur LinkedIn avec ça et je serai ravi de continuer l'échange, de répondre en asynchrone à toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je le disais un tout petit peu en pré-introduction, mon propos là d'aujourd'hui, c'est un peu la continuité, c'est le deuxième épisode de la saison 1. J'avais fait une conférence qui s'intitulait L'esthétique de la sobriété à l'USI en juin dernier, dans lequel justement je commençais à esquisser un petit peu les questions autour de la sobriété numérique et qu'est-ce que ça voudrait dire. Et là, aujourd'hui, je prolonge cette réflexion-là. Donc il va y avoir un petit peu de rappel de l'épisode précédent pour partager avec vous mon point de départ dans ce souhaitable. Et puis ensuite, je vais prolonger la réflexion. Et là, vous voyez, c'était un article justement. Pareil, dans cette conférence, j'avais été un peu trop bavard. J'ai pas eu le temps d'avoir toutes les questions-réponses. Et du coup, j'avais répondu aux questions qui n'avaient pas pu être posées dans un article. Et c'est ça que vous voyez là projeté à l'écran. Et je pense que tous les supports seront mis à disposition. Un petit truc aussi ici, c'est que j'essaye de sourcer tout ce que je vous dis. Donc je fais au maximum pour que toutes ces sources soient disponibles dans mes slides. Et je vous invite à ne surtout pas me croire. J'essaye de vous partager mes opinions, mes convictions, mais surtout, s'il vous plaît, allez vérifier les sources. Faites-vous votre propre opinion. Ne prenez pas ce que je vais raconter pour argent comptant. Ce ne sont que mes réflexions et mon opinion, quoi. Pas la vérité, pas rien de plus. Voilà, ces rappels étant dit, épisode précédent, nous rentrons dans cet épisode-là, et pour refaire un petit peu l'histoire, ben, je veux vous partager avec vous le fait que je pars de cette hypothèse-là, que la sobriété est inévitable. Alors, sobriété entre juin et aujourd'hui, on en a entendu beaucoup parler. Mais beaucoup n'importe comment aussi. Donc je vais tenter à la fois de vous expliquer pourquoi je pars de cette hypothèse-là et aussi de faire de la clarté entre des mots qui sont sobriété, efficacité, austérité. J'y reviendrai. Donc pourquoi je pense que la sobriété est inévitable? Et plus que ça même, je pense que c'est un devoir éthique, moral des riches dans les pays riches, des pays riches dans leur ensemble, et de toute personne suffisamment privilégiée. Je considère que je suis une personne privilégiée parce que je gagne très bien ma vie. Je suis dans les 10% les plus riches de la planète selon le World Database Inequality. Je suis un homme, je suis blanc, je suis hétéro, je suis cis et presque valide. Presque valide, j'ai des trucs dans le dos quand même, mais presque valide encore jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces choses-là font que je pense que j'ai beaucoup de privilèges que je ne vois parfois pas. Et donc tous mes propos, je vous invite aussi à les relativiser, à les modérer, parce que je parle de ce point de vue-là. J'essaye de prendre des décalages par rapport à ces privilèges, mais c'est parfois difficile. Et donc autorisez-moi parfois de ne pas y arriver. Et je suis super preneur de critiques, de discussions, de « Ah là, tu as un angle mort, tu ne l'as pas vu pour telle question. » Parce que depuis mon corps de femme, je ne vois pas ça, je ne lis pas ça, je n'entends pas ça. S'il vous plaît, ça me fait progresser en fait. Merci. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Alors attention, attention, le début peut un peu piquer, je préviens. Voilà. Mais on va y aller. Vous connaissez probablement l'empreinte carbone,
française, là devant vous, vous avez la répartition de l'empreinte carbone française de l'ordre de 10 tonnes. Je dis de l'ordre, ne retenez surtout pas 9,9, c'est mensonger, c'est trompeur, puisqu'il y a des erreurs de l'ordre de 10% à 20% facilement sur tout calcul d'empreinte carbone. Donc retenez 10% de l'ordre de. Et à l'échelle individuelle, vous savez peut-être, en tout cas peut-être pour les plus aguerris d'entre vous, qu'il va falloir viser de l'ordre de 2 tonnes de CO2 par terrien d'ici 2050 si on veut tenir le climat à 1,5 degré. Je vous fais tout ça très vite. Et donc pour les Français, ça veut dire qu'il va falloir passer de ça à ça. Je le refais. Il va falloir passer de ça à ça. Bon, ça, voilà, c'est ambitieux quand même, hein, c'est un petit challenge. Après, j'ai pris l'hypothèse là-dedans qu'on répartissait équitablement ces fameux 2 tonnes entre se déplacer, manger, loger. Bon, on a le droit, par exemple, d'arrêter de manger et de se déplacer davantage parce qu'on est accro au déplacement. C'est pas impossible, hein, on peut arbitrer. Donc j'ai réparti équitablement. Mais voilà, il y a quand même un gros challenge quoi, de décarbonation, ça va pas être simple. On voit quand même, c'est pas juste de l'optimisation de ci, de là, il va falloir y aller. Hein. Mais, tout ça, ça va se passer, il va falloir le faire, cette décarbonation, dans un contexte aux ressources contraintes. Donc là, vous avez devant vous le graphique, c'est immense là, vous avez devant vous le graphique de la demande en donc copper, c'est cuivre, mondiale, projetée dans le futur, et donc la demande mondiale, c'est les pointillés, la barre en pointillé là. Ah oui, j'ai un laser. Hop. La barre en pointillé ici. Et en grand, la tache bleue, là, c'est toutes les mines en cours qui permettent d'extraire du cuivre. Et puis la verte, là-haut, la petite zone ici, c'est les projets qui vont être mis en place. Voilà. Et vous voyez que le truc assuré ici, c'est ce qui va manquer entre la demande et ce qu'on va être capable de produire. Ça, c'est une projection qui inclut justement l'électrification des usages. L'électrification des usages, ça fait partie des plans de décarbonation. Si vous lisez le Shift Project, si vous lisez le GIEC, partout, ça passe par de l'électrification. L'électrification, ça veut dire par exemple passer d'une voiture thermique à une voiture électrique. Au milieu, il y a l'hybride. Et en gros, ça va multiplier par 3, 4 ou 5 la quantité de cuivre dans chaque voiture de faire ça. Plus les bornes de remplissage, enfin les bornes de rechargement, etc. etc. Donc oui, cette décarbonation, il va falloir la faire, et en plus de ça, il va falloir la faire en ressources contraintes, et c'est pas dit qu'il y en ait assez, suffisamment. Ah, si vous voulez en savoir plus, là je parle du cuivre seulement, je vous ai pris l'exemple du cuivre, mais ça s'applique à beaucoup d'autres choses, dont le lithium, et dont tous les trucs qu'on a dans nos joujoux numériques, etc., etc. Donc il n'y a pas que le cuivre. Si vous n'avez pas écouté Aurore Stéphan, arrêtez tout, écoutez, puis après on reparle. Elle était à l'USI aussi, et franchement son talk est brillant. Et donc il va falloir faire cette décarbonation en ressources contraintes, sachant que, pour ceux qui ont vu la conférence de Christophe Sempels, sachant que 6 des 9 limites planétaires sont déjà dépassées, et le changement climatique, c'en est une sur les 6, je vais mettre des grosses guillemets, la moins dépassée. Je mets des grosses guillemets, parce que c'est pas tout, c'est un peu plus subtil et complexe que ça. Mais notamment celles qui sont en rouge, là, à l'écran, on les voit, hein, c'est l'érosion de la biodiversité, les perturbations sur le cycle de l'azote et du phosphore. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très familiers avec qu'est-ce que c'est que l'azote, sachez que sans azote, il n'y a pas de plantes. Bon, c'est un problème quand même. Et ensuite, tout ce qui est introduction des substances nouvelles, donc ça sera tout ce qui est plastique, trucs radioactifs, tous les trucs qui sont non assimilables par la biomasse. Bon, ok, on récapitule, il va falloir décarboner. Déjà en soi, c'est un challenge. Le faire en ressources contraintes, il n'y aura peut-être pas assez de cuivre pour tout faire. Et en plus de ça, ce n'est pas le seul problème, il y a beaucoup d'autres choses à faire. En gros, pour résumer, j'ai envie de vous dire, on croule littéralement sous nos objets et nos déchets. Là, vous avez devant vous, c'est issu d'une infographie de Visual Capitalist, issue elle-même d'une étude de 2020, qui a étudié, qui a montré qu'en poids, en tonnes, nous avons sur Terre 2 fois plus de plastique que l'ensemble du royaume animal, humain compris, hein, humains, vaches, cochons, etc. Okay. 2 fois plus. Donc voilà dans le monde dans lequel nous sommes.
C'est pas des projections, c'est pas le futur, c'est ce qu'on vit là. Et c'est comme ça que j'arrive à la conclusion, autant se le dire tout de suite, hein, on va arrêter de se mentir. La nouvelle norme est et sera la sobriété. Qu'on le veuille ou non, sauf que si on ne le veut pas, ça s'appelle autrement, mais j'y reviens juste après. Ok ? Et je redis, le new normal, et je pense éthique que ce soit en particulier les riches dans les pays riches et les pays riches dans leur ensemble qui s'y mettent en premier. D'où le débat sur les jets privés. C'est peut-être anecdotique sur le plan carbone, mais c'est vital sur le plan symbolique et équitable. Il n'y a pas une société qui va se mettre en mouvement si certains continuent de prendre le jet privé pour aller prendre la piscine à Sophia Antipolis ou Nice ou je ne sais pas où, alors qu'on demande de baisser le chauffage pour tout le monde. En tout cas, moi, ça me pose un gros sujet et gros problème. Nouvelle norme. Bon, donc je parle de sobriété, puis je vous ai déjà fait un peu de teasing, je vais mettre un peu de clarté. Donc on va déjà commencer à s'attaquer à un sujet, sobriété, efficacité. J'en ai déjà parlé à l'USI, celui-là, donc, mais je le redis, j'ai fait une nouveauté, c'est sobriété, austérité, c'est juste après. Donc, qu'est-ce que j'appelle la sobriété? Qu'est-ce que j'appelle l'efficacité? En premier lieu, sobriété, c'est consommer moins d'énergie, moins de ressources, moins d'eau, moins de sol, etc. Là où l'efficacité, c'est un meilleur usage de ces ressources-là. La sobriété, c'est en premier lieu des économies. Je parle là financière. Là où l'efficacité a besoin d'investissement. La sobriété, là c'est moi qui le qualifie comme ça, ça relève plus de l'esprit de la bidouille. Là où l'efficacité, ça relève plus de l'esprit de l'ingénieur. Et c'est comme ça, en tout cas, que je m'explique pourquoi j'ai eu tant de mal que ça à comprendre qu'est-ce que c'était que la sobriété. Mon réflexe, c'est ce que je partageais notamment à l'USI, mais mon réflexe, moi, ça a été l'efficacité, quoi. Alors, comment je fais une VMC double flux? Comment j'isole bien ma maison pour que ce soit confortable, ce soit bioclimatique? C'est mon réflexe, c'est ma culture, c'est mon héritage. C'est ma formation d'ingénieur, je crois, qui m'a beaucoup poussé dans cette question d'efficacité. Et la sobriété, ça a été quelque chose beaucoup plus difficile d'accès pour moi. Il a fallu que je lutte contre mes propres apprentissages ou réflexes. La sobriété, je pense que c'est en premier lieu des réductions d'échelle. Voire plus petit, plus simple, plus léger, plutôt que trop grand, trop loin, trop long. Là où l'efficacité comporte beaucoup de risques d'effets rebonds. L'effet rebond, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est la voiture thermique, par exemple, le moteur thermique, il est beaucoup plus efficace aujourd'hui, sauf que la consommation d'essence n'a pas baissé, alors que les moteurs thermiques sont beaucoup plus efficaces. Elle n'a pas baissé depuis longtemps. C'est toujours, je ne sais plus, 5-6 litres au 100, un truc comme ça. Et la raison à ça, c'est que les voitures sont plus lourdes, il y a plus de confort, il y a plus de sécurité dedans, du coup ça consomme toujours autant de carburant. Effet rebond. Et enfin, la sobriété, et probablement le principal, la sobriété, derrière la sobriété, l'usage change. Et donc ça me change. Ça me change en retour. Si je change mon usage, moi je dois me transformer, je dois me questionner dans l'usage que je fais de la voiture, du vélo ou je ne sais pas quoi. Là où l'efficacité, l'usage ne change pas. C'est même la définition, on fait juste un meilleur usage des ressources, etc., pour le même usage. C'est vraiment la grosse différence entre sobriété et efficacité. Donc par exemple, isoler son bâtiment, on est plutôt sur de l'efficacité. Ça nécessite des sous, faut payer les travaux, etc. On n'est pas sur de la sobriété. On aura de la sobriété à terme, mais pas tout de suite. Et c'est là où ça me fait la transition, c'est que tout ça, je vous en ai parlé, mais beaucoup, là, ce dont j'ai parlé, c'est surtout des petites échelles. Les échelles, alors j'ai qualifié d'individuelles, mais ça pourrait être échelle familiale, voilà, les petites échelles. Aux petites échelles, ça, ce que je vous dis, je pense, tient assez bien la route. Maintenant, si je bascule aux plus grandes échelles, ça me permet de comparer sobriété avec austérité. Alors, je vous fais un petit spoil, mais moi, je considère que le plan qui nous a été annoncé là récemment pour passer l'hiver, pour moi, c'est un plan d'austérité. Bon, voilà,
les politiciens savent manier les mots et sont bons en communication, mais pour moi, c'est un plan d'austérité. Pourquoi c'est un plan d'austérité selon moi? D'abord parce que la sobriété est volontaire. Là où l'austérité, elle est subie. Aujourd'hui, je n'ai pas eu l'impression que le plan a été vraiment construit de façon volontaire. Il y a quelques contextes internationaux qui pourtant étaient non pas prévisibles en tant qu'événement, mais en tout cas contextuellement, structurellement, la tendance était totalement anticipable. Non pas que Poutine attaque l'Ukraine, hein, c'est pas ce que je dis, ça c'est, je pense, plus complexe à anticiper. Mais par contre, les problèmes structurels d'approvisionnement en ressources, quelles qu'elles soient, ça c'était très largement anticipable, et ce depuis au moins 20, 30, ou depuis le rapport Meadows, depuis les années 1972. J'étais pas né, dis donc. Donc sobriété volontaire et austérité subie. Sobriété, donc du coup, ça nécessite qu'elle soit anticipée aux grandes échelles, donc les communautés de communes, les entreprises, les États. Les sobriétés anticipées, là où l'austérité, ça se fait plutôt dans la dernière minute, d'où plan d'austérité, donc j'insiste. Hein. Sobriété, elle est plutôt, le but c'est qu'elle soit organisée collectivement. Il faut qu'on décide un petit peu ensemble si on baisse le chauffage, ou bien si on préfère manger moins, ou si on préfère se déplacer moins, mais il y a un petit peu de débat qui doit se passer pour faire ça, ça nécessite de l'organisation. Là où l'austérité, c'est plutôt centralisé dans l'urgence. Ensuite, sobriété, il y a une opportunité. Je ne dis pas que c'est systématique, je ne dis pas que c'est automatique, et je ne dis pas que c'est la conséquence systématique de la sobriété, mais il y a une opportunité pour réduire les inégalités à travers la sobriété, notamment si la sobriété, les riches, dans les pays riches, c'est par eux qu'on commence, ça va réduire mécaniquement la sobriété, les inégalités. Là où l'austérité, il y a un risque d'augmentation des inégalités. Par exemple, quand on suggère que tout le monde baisse le chauffage indépendamment de ses revenus, etc., si je suppose que j'ai une maison et j'ai une maison secondaire, je chauffe ma maison à 20 degrés, je baisse ma maison secondaire à 14 degrés. En moyenne, j'ai baissé de pas mal de degrés le chauffage par mètre carré. Par contre, si je suis plus pauvre, je me réduisais déjà, parce que c'était déjà cher en fait. Donc je chauffais déjà à 17 degrés avant le plan d'austérité. Là, je ne vais même pas pouvoir me chauffer. Là, il va faire 14 chez moi. Et le plan d'austérité, augmentation des inégalités. Fort risque d'augmentation des inégalités. Sauf si c'est bien pensé, bien géré, bien anticipé. Et enfin, sobriété, austérité. La sobriété, contrairement à ce que je vous disais plutôt aux plus petites échelles, aux plus grandes échelles, la sobriété nécessite des investissements, planifiés, anticipés, souhaités, voulus, débattus collectivement. Là où l'austérité, elle contraint les échanges, point. Soit par pénurie, soit autrement. Ok, donc j'espère que j'ai mis un petit peu de clarté sur les mots. En tout cas, quand je parle de sobriété, je parle bien des parties gauches de ce que je vous ai décrit là. Et c'est déjà 20, très bien. Donc, je considère aujourd'hui que ce que je vous ai dit en intro, les produits numériques responsables, pour moi, c'est en cours, bien que ce ne soit pas du tout fini. Et je vous fais un petit spoil, je pense que c'est encore beaucoup et très orienté efficacité, beaucoup plus que sobriété, d'après les définitions que je vous ai données avant. Il y a un petit peu des choses qui pointent du nez, mais on est encore très 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 léger, quoi. Là, je vous donne un exemple. À Octo, ce que je considère, donc ça, c'est les atlas du numérique responsable qu'on a construit à Octo. Donc le numérique responsable à Octo, on le définit par ces 4 atlas: éco-conçu, inclusion et accessibilité, respect de la vie privée, et viser une finalité extra-financière positive, soit Green IT, enfin IT for Green, pardon, ou IT for Good au sens plus large. Et je considère, même si à l'intérieur de ça, il y a des briques, il y a des portes ouvertes pour aller vers la sobriété, mais je considère que c'est principalement de l'efficacité encore, ce sujet-là. Et je pense que ce n'est pas si simple. Et du coup, la question, c'est, ce serait quoi une sobriété numérique? Comment la définir, quoi, par où l'attaquer? Là, j'emprunte à Benjamin Ninassi, ex-INRIA et Co-Info, cette expression, et je la trouve assez parlante. Il faudra faire demain les services numériques, enfin, quand on parle de sobriété numérique, il faudra faire les services numériques de demain avec les équipements d'hier. Il faudra peut-être réutiliser et ressortir les Minitel. Bon, on verra, mais pourquoi pas. En tout cas, il faudra faire avec les appareils d'hier.
Ça, c'est pour un côté. Et de l'autre côté, il y a le Shift Project qui a pas mal travaillé sur tout ce qui est sobriété numérique. Et notamment, ils ont sorti un rapport qui s'appelle Déployer la sobriété numérique, je crois, il y a 2 ans, ou peut-être 3, je ne sais plus trop. Dans lequel il y a un moment où, pour moi, tout est dit. C'est où ils suggèrent, ils proposent de contraindre le système d'information, les systèmes d'information, contraindre soit les usages, soit l'infrastructure, soit les données, soit le parc applicatif. Contrainte, ça veut dire choisir des contraintes et ne pas se donner open bar sur les données, par exemple. On a X Tera. On pourrait, hein, économiquement, ça ne va pas coûter très cher, c'est possible techniquement, on pourrait, mais d'oser se contraindre et se limiter dans les usages, les données, l'infrastructure et le parc applicatif. Parc applicatif, par exemple, ça veut dire, moi j'essaye de supprimer une application sur mon iPhone tous les mois. Voilà, ça c'est un acte volontaire d'autocontrainte. Alors je ne suis pas développeur, hein, c'est du côté utilisateur que je le fais, mais c'est une forme de sobriété. J'élimine. Donc 2 piliers, si on commence à définir qu'est-ce que c'est que la sobriété numérique, 2 piliers, d'abord faire durer, allonger la durée de vie du matériel, parce que c'est là où le bas blesse d'un point de vue environnemental pour la partie numérique, et de l'autre côté, oser contraindre. Alors là, normalement, c'était censé s'animer. Okay. Donc si je pars de une autre formule que j'aime beaucoup, que j'emprunte à Frédéric Bordage, qui est « le numérique est une ressource non renouvelable ». Si on part de cette idée-là, de cette hypothèse-là, le numérique est une ressource non renouvelable, alors du coup, la première conclusion à prendre de ça, c'est de prendre soin de nos joujoux numériques, les faire durer le plus longtemps possible, éviter qu'ils se cassent, les réparer quand c'est possible, les faire durer le plus longtemps possible, prendre soin de nos objets. Et la deuxième conclusion que je vois à cette phrase-là, le numérique est une ressource non renouvelable, c'est d'aller et de se contraindre, en fait, de choisir quels sont les produits numériques que je développe qui pourraient être souhaitables et utiles dans le monde dans lequel on vit, et lesquels il faudrait arrêter. Ai-je vraiment besoin d'un frigo qui compte les bières dedans pour savoir? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un slip connecté pour savoir? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une balance connectée pour savoir? Peut-être temporairement, peut-être pas toujours. Donc voilà, savoir tracer où est-ce que je pourrais en avoir besoin, où est-ce que ça pourrait être souhaitable. Et là, je vais tenter l'exercice périlleux de ce panorama, de où est-ce que ça pourrait être souhaitable, et donc en creux, où est-ce qu'il faudrait arrêter. Après, vous ferez vos propres avis, et je suis très ouvert à la critique et au débat. Et donc la conclusion à tout ça, c'est effectivement qu'il serait bon et sain, collectivement, le plus nombreux possible, en tant que product truc partout, de réussir à renoncer dès aujourd'hui à certains possibles. Alors on peut y renoncer soit de l'intérieur d'une grande boîte, quand il y a des bonnes idées, de s'équiper, de s'armer pour pouvoir critiquer positivement, et en tout cas apporter des arguments pour dire c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais après, il y a un autre acte qui est peut-être plus engagé, plus engageant, qui est de quitter, de partir, de bifurquer. Après, chacun fera en fonction de ses propres contraintes. Donc, allons vers des produits numériques souhaitables ensemble. Un petit warning encore, forcément, le mot souhaitable, c'est politique. Voilà, forcément, là, ça va être très subjectif et très politique. Je ne peux pas vous dire que le souhaitable, on puisse l'objectiver, le quantifier, le décrire et qu'on sera tous d'accord à la fin avec ce que je vous ai décrit. Non. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous partager d'où je pars d'un point de vue politique, pour que vous ayez les clés pour lire, et vous pouvez partir d'un autre point de vue politique. Je vous invite du coup à être clair de où vous partez d'un point de vue politique pour challenger, pour qu'on discute et pour peut-être qu'on arrive à se comprendre ou pas, mais qu'on le sache dès le début. Ah oui, mais j'avais pas affiché ça, ok. Donc attention, le souhaitable est politique. Donc du coup, pour essayer de tracer ce panorama, je me suis donné un cadre de départ, des contraintes de départ. Et les contraintes de départ, vous les connaissez probablement déjà, puisque ça commence à être connu un petit peu, c'est le donut. Donc ceux qui ne l'auraient pas encore vu, le donut, c'est cet espace juste et sûr pour l'humanité, là, qui est à l'intérieur des deux cercles, qui sont le fondement social et le plafond écologique. Au-dessus du plafond écologique, ce sont les limites planétaires à ne pas dépasser, les 9 qu'on a vus tout à l'heure en introduction. Et à l'intérieur, c'est
ce qui est considéré comme étant un minimum social, dans le socle social viable et épanouissant pour les êtres humains qui vivent dans les États, etc. Sachez que tout ça, moi au début quand je les ai lus, je ne sais pas si vous en prenez un au hasard dans Fondement social, moi j'avais vu paix et justice, je me dis voilà, c'est quoi ce bullshit, comment on décrit ce truc-là, de quoi ça parle. Donc moi au début j'avais découvert tous ces travaux-là en 2012 je crois, le livre de Kate Rathworth. Je ne sais pas le prononcer. Vous tapez économie du donut, vous trouverez de ce dont je parle. Et donc au début, je m'étais dit, ouais, de quoi ça parle? Mais en fait, je suis retourné il y a 1 an et demi, 2 ans, et il y a eu vachement de boulot, quoi. Ils ont vachement bossé. Et en fait, derrière chacun de ces items-là, même pour ceux qui vous paraissent les plus flous, je vous invite à aller voir, bah voilà, c'est quoi les définitions, c'est quoi les mesures, comment les mesurer, c'est quoi les seuils, à la fois suffisants dans le fondement social, donc ceux à atteindre, et ceux à ne pas dépasser d'un point de vue des limites planétaires. Du côté des limites planétaires, il y en a quelques-uns encore qui ne sont pas quantifiables, il n'y a pas les outils pour les mesurer, mais au moins on le sait à l'avance, qui ne sont pas mesurables pour l'instant. En tout cas, je me suis dit, bah tiens, ça c'est un bon cadre de départ pour poser ma réflexion sur qu'est-ce qui serait souhaitable, qu'est-ce qui le serait moins. Et notamment à travers ces deux dimensions, l'environnement et le social, je me suis dit, tiens, des produits numériques souhaitables, ce seraient ceux qui aident, ou en tout cas ne pas dépasser les limites, en eux-mêmes ne dépassent pas les limites, ou aident à ne pas dépasser les limites, et ou qui aident à réparer les dégâts actuels et futurs. Ça me paraît être un bon guide, un bon chemin pour me dire, tiens, des produits numériques souhaitables, il faudrait qu'ils s'inscrivent là-dedans. Et deuxième angle, c'est plus l'intérieur du donut. Et là, c'était plus difficile pour moi à définir, mais c'est des produits numériques qui permettent de renforcer le lien social. Ça, c'est des produits numériques souhaitables. Alors, on va faire un petit peu de clarté sur ça, sur chacun de ces deux, enfin, il y en a trois piliers. Je vais les décrire un petit peu, puis à la fin, on reviendra sur le panorama global avec les différents items. Donc, première dimension, donc, aider et assister à ne pas dépasser les limites. Alors, ouais, en commençant ce raisonnement, je me suis dit, tiens, le premier truc à faire, parce que souvent ces limites, elles ne sont pas visibles, on ne s'en rend pas compte. Moi, humainement, je me suis rendu compte que quand je gère mon stock d'eau, si je pars en vacances et que je suis en camion, et je suis autonome en eau, je gère mon bidon d'eau, etc., je vois vite si je consomme ou pas beaucoup d'eau, en fait. Mais là, j'ai un stock physique qui me l'impose et que je vois. Et je pense que quand on ouvre notre robinet dans notre appartement, on voit pas. On voit pas ce qu'on consomme, on voit pas ce qui se passe, on voit pas quelles sont les limites, on voit pas les flux, on voit pas les dynamiques qui sont derrière. Et le numérique est hyper fort pour ça. On met des petits connecteurs, on met des bidules, et ça, on peut les rendre visibles et palpables, y compris sur la consommation d'électricité, y compris sur la consommation de gaz, en dehors de juste la facture à la fin. Et je trouve que ça, c'est vraiment une dimension qui existe déjà, hein, mais qui a du sens, quoi, qui a du sens dans ce contexte où on dépasse déjà les limites. Deuxième dimension, ce serait d'aider à modéliser, notamment les limites, les flux et les stocks. Quelles sont leurs dynamiques? Comment on les consomme? À quelle vitesse? Quand est-ce que je vais dépasser mon budget, si je m'en suis donné un? Budget en termes d'émissions de CO2, budget en termes de consommation d'eau, budget en termes d'électricité. Et puis ces budgets, on peut les faire évoluer d'année en année et les réduire. Et du coup, on peut anticiper, se projeter. Donc toute cette dimension de modélisation, c'est une des forces du numérique. Et là-dedans, il y a plein de choses intéressantes et utiles à construire. J'ai aussi cité effectivement les exemples d'outils de comptabilité en triple capital. Ça, pareil, si vous ne connaissez pas la triple comptabilité, donc comptabilité environnementale, économique et sociale, pour les entreprises, formez-vous parce que ça va arriver, et pour les entreprises qui ne seront pas formées, ça risque de piquer, parce que c'est un peu costaud, quoi. La marche, elle est dure, donc je vous conseille de vous former le plus tôt possible. Et le numérique peut aider à anticiper, gérer, tout comme un outil de gestion financière, mais là, du coup, on ne gère plus du financier, on gère d'autres dimensions. Et troisième pilier, je trouve aussi intéressant pour le numérique, c'est d'inciter à la sobriété. D'inciter par son design, par les outils, par les produits qui sont développés, d'inciter à la sobriété.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui dans plein de produits qui sortent et dans des super produits qui nous ont été cités par Marty tout à l'heure. Il y a beaucoup de produits qui n'incitent absolument pas à la sobriété. Moi, ça me gratte. Et ça me gratte d'autant plus quand on considère que ça, c'est des réussites, et quand on considère qu'il faudrait copier ça. C'est ainsi. Donc ça, c'était la dimension aider et assister à ne pas dépasser les limites. Je vais aller sur une autre dimension maintenant, c'est aider et assister à réparer les dégâts actuels et futurs. Et pour ça, je vais d'abord faire un détour par deux personnages qui m'ont inspiré. Le premier, c'est Gaël Musquet, qui s'auto-définit comme hacker éthique, qui a été à l'origine de Hackers Against Natural Disaster, qui est aussi un très fort contributeur de OpenStreetMap en France. Et c'est par lui que j'ai découvert son appétit à tout ce qui était catastrophe naturelle. Alors pour vous donner quand même un ordre d'idée, hein, les catastrophes naturelles, là en bas, vous avez l'information, ça a été multiplié par 4 en 40 ans. Donc que ce soit des catastrophes de type climatologique, hydrologique, météorologique, etc. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement. Enfin, je veux dire, c'est pas stable, c'est pas gentil, ça se durcit. Donc les dégâts sont déjà là, sont déjà en cours. Gaël est un insulaire, comme il se définit. Je ne sais plus de quelle île il vient. Et il expliquait que justement sur les îles, que ce soit par les ouragans ou autres, les catastrophes, ils les vivent, ils les ont vécues dans leur chair et ils les revivront encore. Et je pense qu'en France, on a commencé à les vivre cet été, et c'est pas fini, puisqu'on est encore dans la 9e vague de chaleur en 2022. Voilà, on a commencé à les vivre encore un peu trop gentiment, probablement, ce qui explique peut-être qu'on bouge encore pas assez. Mais une chose est écrite, c'est que ça va s'amplifier. Et le numérique, en tout cas Gaël Musquet, donc, qui se définit comme hacker, qui manipule très bien la technologie numérique et autres, puisqu'il est aussi radioamateur, il a évoqué le cadre de Sendai, je ne connaissais pas, alors que c'est quelque chose d'aussi important en gros que le GIEC. Donc le cadre de Sendai, qui est un groupe de travail sous l'égide de l'ONU qui cherche à réduire les risques de catastrophes entre 2015 et 2030. Donc c'est vraiment un cadre d'action et qui est effectivement assez opérant, je trouve. Donc il y a 4 piliers. Le premier, de comprendre les risques de catastrophes. Le deuxième, de renforcer la gouvernance de ces risques. Le troisième, de renforcer plutôt la résilience et la capacité à recouvrer, donc en cas de catastrophe, de trouver des capacités à se remettre en mouvement. Et le quatrième pilier, d'aider, d'améliorer la préparation pour une intervention efficace et idéalement de reconstruire au mieux. Je trouve que ces 4 dimensions sont très opérantes, opérables, très claires, et le but du cadre de Sendai, c'est de diffuser une culture des risques, en particulier, par exemple, pour nous en France, en métropole, où on est proche d'être à la ramasse sur la gestion des risques. C'est-à-dire si on se tape encore des sécheresses pendant 2-3 ans, ce qui va se passer ne va pas être très joli. Et si la population n'est pas formée, ça va être encore pire. Et le cadre de Sendai, c'est ça, c'est d'augmenter cette culture des risques au sein de la population, de l'outiller, de lui donner les outils de gouvernance, de l'anticiper, de comprendre ces risques et de les informer. J'ai trouvé ça inspirant pour le deuxième pilier, je vous le partage après. Et une autre personne qui m'a inspiré, c'est Alexandre Monin, donc, qui est professeur en redirection écologique et aussi en design. Il a écrit 2 bouquins, enfin celui-là qui est à paraître, que je n'ai pas encore lu de fait, mais celui-là, Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement. Alors pourquoi Alexandre Monin il m'a inspiré? Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans une vision du numérique, et puis ce serait bien de verdir le numérique, en tout cas de faire en sorte que le numérique il soit moins sale, qu'on diminue un peu les externalités négatives du numérique. Alexandre Monin, il m'a retourné le cerveau. J'ai écouté ces réflexions et il dit, mais non, les externalités négatives du numérique sont les conditions mêmes de son existence. Sans mine pour aller chercher les différents métaux qui composent, il n'y a pas nos petits joujoux numériques, ça n'existe pas. Alors oui, on peut les réduire, mais on ne pourra jamais les effacer. Les externalités négatives sont les conditions intrinsèques de notre modèle de société, et en particulier de pas mal de technologies. Et avec ça, on se dit, ah ouais, et donc si demain on manquait d'énergie, si demain on manquait, je ne sais pas, par exemple, le pétrole, on décide qu'on arrête demain, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous les moteurs thermiques? Qu'est-ce qu'on va faire de tous les champs de pétrole? Qu'est-ce qu'on va faire des
des champs de sable bitumineux au Canada. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces infrastructures? Et c'est là où il développe toute sa pensée du démantèlement, d'une logique du démantèlement. Et ben voilà, il va falloir qu'on s'organise avec ça. Et ces pollutions actuelles qui vont impacter, je parle aussi des déchets nucléaires aussi qui sont encore plus connus. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça pendant les générations qui arrivent? Comment on va s'organiser sur ça? Si on ne le prépare pas maintenant, comment ça va se passer demain? Et moi, c'est ces réflexions-là qui m'ont nourri pour ce deuxième volet de la partie environnementale. Donc, aider et assister à réparer les dégâts actuels et futurs. Pareil, 3 points. Le premier, ça ressemble tout à l'heure, c'est comprendre les risques de catastrophes d'origine climatique et industrielle. Donc là, on retombe un petit peu sur les modèles, par exemple, climatiques, météorologiques, qui permettent d'anticiper. Ça, je trouve que c'est des bons investissements et des bons produits numériques qui seront très utiles, et pour nous, êtres humains, mais aussi pour les agriculteurs, et aussi pour les industries, pour pouvoir anticiper et gérer les hausses, les baisses des fleuves, etc. Deuxième dimension, faciliter l'action collective, en particulier pour tout ce qui est la gouvernance des risques, ou bien de préparer et d'organiser une intervention efficace en cas de catastrophe, pouvoir être capable, par exemple, de remonter un réseau Wi-Fi, mesh, qui se déploie assez facilement avec quelques panneaux solaires, dans un contexte où l'électricité est tombée. C'est malin quoi, de se muscler sur ça, et ça peut être très utile, et le numérique est ultra efficace pour ça. Voilà, en tout cas, faciliter l'action collective et aussi la décision collective. Savoir quoi arrêter, c'est quoi le possible, c'est quoi le souhaitable, comment débattre de cette discussion-là plutôt que de vous faire un talk, comment en discuter ensemble, comment décider ensemble à une échelle large, au moins l'échelle de la commune ou voire de la nation. Et enfin, une autre dimension que je trouve intéressante, c'est je me posais la question de où est-ce que le numérique, enfin la force du numérique, c'est d'automatiser, quoi, de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et en particulier, je trouve que ça peut être utile d'automatiser pour plus de résilience. Alors, je dois préciser que la résilience dont je parle ici n'est pas la résilience des marchés financiers. Ce n'est pas non plus la résilience de la survie d'une entreprise à un choc financier. Ce n'est pas de ça dont je parle. Là, je parle de la résilience dans l'usage des ressources, donc dans des usages vitaux, dans l'usage des ressources type eau, sol, énergie, etc. Je le précise parce que résilience, pareil, c'est un mot fourre-tout, utilisé n'importe comment, tout le temps, et voilà, je trouve que c'est important de mettre un petit peu de clarté de quoi on parle. Donc ça, c'était pour le pilier, donc on a vu 6 thèmes. Ah oui, 5 minutes. Je m'auto... Ok. Et maintenant, je rentre dans le socle social. Et là, je vous avoue que j'ai un peu séché, quoi. Je me suis dit, waouh, comment je vais leur parler de ça aujourd'hui? Bon, alors déjà, je suis revenu à la base et je vous invite à prendre le temps de lire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce donut, quoi. C'est quoi qu'il y a dedans? Alors ok, le fondement et le socle social, c'est un accès décent à la nourriture, à l'eau, à la santé pour le maximum de personnes. Donc ça, c'est le pourcentage de personnes qui a accès de façon décente, facile, à des choses de base. En tout cas, chacune de ces choses-là est source d'inspiration, je pense, pour développer et décider quels seraient des produits numériques souhaitables. Si le produit numérique sur lequel vous travaillez, ou le produit tout court sur lequel vous travaillez, contribue à augmenter les revenus et le travail, améliorer l'accès au logement, etc., tout ça, je pense que c'est des choses bonnes à prendre. J'ai voulu essayer d'aller un peu plus loin que ça, mais voilà, et c'est là où je vous partage mon point de départ politique. Je pense que le souhaitable s'inscrit dans la lutte contre les discriminations, contre les inéquités, les inégalités, les dominations en tout genre. D'où mon propos au début, attention, je peux avoir des angles morts, parce que moi-même, je peux bénéficier de privilèges, parfois pas forcément conscients. Donc tout ce qui s'inscrit dans ces luttes, je trouve que c'est souhaitable. Mais aussi tout ce qui serait au service de l'apprentissage, de l'autonomie et de l'émancipation. Alors comme ce deuxième point-là est un peu vaste, autant le premier, je pense que tout le monde se le représente, mais c'est une lutte contre, donc c'est peut-être moins, enfin en tout cas moi, ça m'entraîne moins vers quelque chose pour. Je vais un peu étayer le deuxième en vous donnant un exemple, mais je vais aller très très vite. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez comprendre mieux, il y a une vidéo, puisque tout ça, je le tire d'une vidéo de Valérie Dacremont, qui est ici, et sa vidéo, c'est Santé, technologie, environnement, quel compromis éthique.
Donc le point de départ, c'est que l'équipe avec Valérie Dacremont voulait aider la prise en charge des enfants dans des dispensaires en Tanzanie. Voilà leur point de départ. Et pour ce faire, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de mauvaises prescriptions à certains endroits, notamment sur les antimalariens, et des choses comme ça. Ils voulaient essayer de réduire ça. Donc ils sont arrivés avec une tablette, un algorithme, et des capteurs et des tests rapides on mettait toutes les infos dans la tablette, et ça aidait les médecins, les infirmiers à prendre en charge les enfants. Les retours d'expérience, enfin les feedbacks qu'il y a eu après l'usage de ça pendant quelques semaines ou mois, je ne sais plus, ça a été de la part des médecins et des infirmiers, ça augmente les connaissances, ça donne de la confiance en soi, et de la part des parents et des villageois, c'était apporte de la transparence et ça améliore la communication. Ça, c'est ce que j'appelle augmenter l'apprentissage, l'autonomie et l'émancipation. Ce type de feedback-là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je voulais partager, même si c'est peut-être un peu flou. Et puis Valérie Dacremont, elle continue son discours, et puis à un moment, elle se dit « Ah mince, mais les tablettes, les algorithmes, tout ça, ça a des impacts environnementaux. Les impacts environnementaux, ça diminue la qualité nutritive des aliments. » Et du coup, il y a une sorte d'effet feedback négatif. Là où ils voulaient améliorer la santé des enfants, potentiellement, par les outils qu'ils apportent pour les dispensaires, ça peut dégrader la santé des enfants. Alors là, elle se dit « Catastrophe, comment on fait? C'est quoi la solution ?» Et ils se rendent compte que dans certains dispensaires qui avaient utilisé suffisamment longtemps leur dispositif, là, Epoch, juste avant, et ben en fait, ils avaient fini par l'abandonner et le remplacer par un poster papier qui était un arbre de décision qui permettait, donc il y avait toujours les tests, les oxymètres, etc. Il y avait toujours tout ça, mais ils n'utilisaient plus la tablette, ils n'utilisaient plus l'algorithme, juste ils avaient ça en rappel, quoi, pour « Ah oui, tiens, quand il y a ça, c'est effectivement ça, etc. » Donc juste un arbre de décision. Et là, je me suis pris une grosse claque et je me suis dit, ah ouais, ça c'est un outil, un produit numérique intéressant. Non seulement il permet l'autonomisation, la formation des gens, mais en plus, les gens, ils ont envie d'arrêter, enfin les gens, les médecins, les infirmiers qui l'utilisent, ils ont envie d'arrêter de s'en servir, ils n'en ont plus besoin à la fin. Donc un produit numérique souhaitable, ça pourrait être un produit de transition qui accélère l'apprentissage, et à la fin, on n'en a plus besoin. C'est remplacé juste par un algorithme et la connaissance intrinsèque des gens qui ont appris cet usage-là. Et du coup, je me posais une question sur l'avenir des métiers dans le genre du numérique, et je me disais que peut-être qu'un jour, on assistera à la grande reconversion et de passer de codeur à décodeur. On verra si je suis encore vivant là. Donc, je récapitule le panorama. Panorama non exhaustif, parce que surtout, il y a tout l'intérieur du donut qui a exploré, mais un panorama non exhaustif des usages, enfin, pour des produits souhaitables. Sur la première dimension, 6, rendre visible, modéliser, notamment tout ce qui est dimension climatique, inciter à la sobriété, comprendre les risques, faciliter l'action collective et automatiser pour plus de résilience dans l'usage des produits et des ressources vitales. Deuxième dimension, l'intérieur du donut, réduire les inégalités, rendre visibles les discriminations, favoriser l'apprentissage et l'autonomie, dénumériser, renforcer le lien social, viser l'émancipation. Je vous ai mis, et je pense qu'elles seront disponibles, d'autres sources d'inspiration que j'aurais trouvé hyper intéressantes à creuser, mais que je n'ai pas eu le temps. Ce sera peut-être dans une V3 ou la suite, ou le 3e épisode. Des trucs passionnants autour de cet ordre-là, Damage Earth Catalog, donc avec des trucs assez intéressants à gauche, là, qui seront disponibles sur mes supports. Autre inspiration, ça, ouais, je pense que des produits numériques souhaitables qui sont souhaitables s'ils participent à décroître notre empreinte environnementale sur le monde, à décoloniser, à déconsommer, à démarketer. Beaucoup de dés, mais il y en a d'autres qui ne sont pas des dés. Et une autre inspiration que j'ai découverte très récemment, mais je la trouve vraiment inspirante, alors c'est en contrepoint, donc là c'est les produits, les red flags, c'est ceux à éviter absolument. Vous n'aurez pas le temps de les lire tous, il y en a 24, drapeaux rouges. Si vous travaillez sur un produit qui lève un de ces drapeaux, un ou plusieurs, courez. Courez, vos compétences seront plus utiles ailleurs. Si vous travaillez sur un produit qui lève au moins un de ces drapeaux, les red flags par Shift Project, pas celui qu'on croit, mais Shift Project au niveau européen qui est une référence en matière d'impact sociaux, si vous levez un drapeau rouge, courez. Et donc le souhaitable est en creux du coup. Je crois que nous vivons, ce n'est pas un virage technique qu'il va falloir prendre, c'est une bifurcation sociale au milieu de toutes ces compétences et toutes ces cultures et toutes ces sciences. Merci de votre attention.
Merci Nicolas pour cette belle présentation. Donc ça a été un petit peu court, comme il nous l'a prévenu au début. Donc là, on n'a pas de temps d'échange pour des questions, des réponses, mais son Twitter est libre et son adresse mail peut-être, je ne sais pas. LinkedIn, Twitter, LinkedIn, tout vous voulez, voilà. et voilà, pas de Pour souci. poser des Et c'est questions. Alexis. Ah oui, C'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Alexis Nicolas. Merci. Merci à vous. Bon après-midi.